Et si la mondialisation n'était pas du tout ce qu'on croyait? C'est-à-dire? On part souvent du principe que c'est un phénomène ultra récent, genre apparu dans les années 80. Ah oui, avec la démocratisation des ordinateurs. Voilà, les ordinateurs, les salles de marché interconnectées. Mais si on pense ça, on fait complètement fausse route. Tout à fait. Et si on s'imagine que c'est simplement l'évolution naturelle de l'humanité, une sorte de force irrésistible qui pousse les peuples à échanger depuis la nuit des temps, on se trompe encore plus lourdement. Ouais, c'est le grand mythe. C'est ça. Donc, notre exploration d'aujourd'hui plonge au cœur d'une idée vraiment vertigineuse. Le marché mondial n'est pas une loi de la nature. Non, c'est une construction historique très complexe. Une invention, pour reprendre le terme exact. Donc, pour ceux qui nous écoutent, les esprits curieux qui veulent comprendre les rouages de l'économie contemporaine sans se noyer dans un vocabulaire technique. Ou même les passionnés d'histoire d'ailleurs. Exactement. Tous ceux qui cherchent à donner du sens aux grands bouleversements actuels. Cette plongée dans l'œuvre de Philippe Norel, l'invention du marché, une histoire économique de la mondialisation, ça offre une grille de lecture hyper inattendue. C'est une œuvre qui opère un renversement de perspective assez radical en fait. Le grand fil conducteur de l'analyse, c'est la relation historiquement très ambiguë entre l'État et le marché. Parce on a tendance à imaginer le marché mondial comme une entité autonome, non? Ouais, une sorte de bête sauvage qui aurait grandi dans son coin avant de s'imposer aux nations. En forçant peu à peu les États à abdiquer leur souveraineté. Voilà. Or, la thèse décortiquée ici démontre rigoureusement l'inverse. Historiquement, ce sont les États en construction qui ont activement fabriqué ce marché mondial. Ils l'ont structuré, ils l'ont protégé. Mais pas pour le bien commun, si je comprends bien. Ah non, pas du tout pour le bien-être économique global. Il s'agissait d'asseoir leur propre puissance militaire et politique. C'est fou quand on y pense. L'ironie de l'histoire moderne, c'est d'observer comment ces mêmes États semblent aujourd'hui avoir perdu la maîtrise d'une architecture qu'ils ont eux-mêmes conçue. Donc on est très très loin du mythe de la main invisible d'Adam Smith. Ah ben là, la main invisible, on l'oublie. Où des individus cherchant leur intérêt personnel créent spontanément un marché harmonieux. C'est plutôt la main, souvent lourdement armée de l'État qui a forcé les portes. C'est une très bonne image, oui. Mais bon, décortiquons tout ça. Pour bien saisir comment on en est arrivé là, il faut remonter aux origines. Le point de départ de cette réflexion s'attaque à ce que l'auteur appelle le mythe du marché naturel. On remonte à l'Antiquité, au Moyen Âge. Oui, l'école classique de l'économie nous enseigne généralement que le troc s'est naturellement transformé en monnaie pour faciliter la vie des gens. Créant ainsi les premiers marchés. Mais comment cette idée est-elle déconstruite dans l'ouvrage? Elle est déconstruite en s'appuyant sur des travaux d'anthropologie économique, notamment ceux de Karl Polanyi, qui sont vraiment centraux dans cette réflexion. Polanyi démontre de manière très convaincante que l'économie de marché n'est absolument pas l'état naturel des sociétés humaines. D'accord. Pendant des millénaires, l'économie était ce qu'il nomme encastrée. Encastré. C'est-à-dire? Ça signifie que la production et la distribution des biens n'obéissaient pas à une logique d'offre et de demande visant le profit individuel. Elles étaient totalement subordonnées à d'autres structures. Comme la religion ou la politique. Et exactement. Les obligations sociales, les croyances religieuses, l'autorité politique, il n'existait pas de sphère économique indépendante. Les échanges de biens existaient, bien sûr, mais ils prenaient la forme de dons rituels. Ou de réciprocité entre tribus. Voilà, ou de redistribution orchestrée par un chef ou un prêtre. La notion même d'un système de prix fluctuant qui dicterait à une société entière ce qu'elle doit produire et consommer, c'était juste impensable. Je suis toujours fasciné de voir comment des civilisations entières ont pu fonctionner sans cette fameuse boussole des prix. Le livre donne un exemple très parlant avec l'Égypte des pharaons ou la Mésopotamie ancienne. Ah oui, des exemples majeurs. On parle quand même de sociétés capables de bâtir des monuments colossaux, de gérer des réseaux d'irrigation à l'échelle d'un pays. Ils entretenaient même un commerce à très longue distance. Tout à fait, il y avait des caravanes, des routes commerciales sophistiquées. Une comptabilité rigoureuse tenue par des scribes. Et pourtant, tout ce gigantesque réseau fonctionnait sans marché au sens moderne du terme. C'est là qu'est la distinction cruciale. Dans ces empires, le commerce lointain, c'était un monopole d'État ou du temple. Les marchands agissaient souvent comme des fonctionnaires, en fait. Des émissaires du pouvoir. C'est ça. Ils partaient échanger des surplus agricoles contre du bois précieux ou des métaux dont le souverain avait besoin. Et les termes de l'échange étaient fixés par des traités diplomatiques. Pas par la concurrence, pas du tout.
Le pouvoir politique tenait fermement les rênes de l'économie pour s'assurer qu'elle servait la gloire et la stabilité de l'Empire. Mais alors, qu'en est-il des peuples de navigateurs? Ceux qu'on appelle les empires de la mer. Je pense aux Phéniciens, à des cités comme Tyr, ou plus tard Carthage. Oui, les grands commerçants de l'Antiquité. Voilà, ils avaient des comptoirs dispersés sur tout le pourtour de la Méditerranée. C'est hyper tentant de projeter notre vision contemporaine sur eux, de se dire que c'était un peu les ancêtres de nos multinationales actuelles. C'est une tentation très fréquente, oui. Mais c'est un anachronisme profond que l'analyse rejette totalement. Ah oui, Bien sûr. L'envergure de leurs expéditions maritimes force le respect, on est d'accord, ils allaient chercher de l'étain jusqu'aux îles britanniques. et ramener de l'argent de la péninsule ibérique. Exactement. Mais ces Phéniciens, ils ne tenaient pas des conseils d'administration pour optimiser les dividendes d'actionnaires privés. Leur commerce, même colossal, restait profondément encastré dans la logique de la cité-État. Donc le but, c'était la survie de la cité. Enrichir ses temples, affirmer son hégémonie régionale face aux empires continentaux voisins. L'activité marchande était intense, mais elle ne transformait pas l'ordre social interne. La terre et le travail humain n'étaient pas des marchandises soumises aux fluctuations d'un marché mondial. La question qui s'impose naturellement, du coup, c'est de savoir à quel moment précis l'histoire bascule, comment on passe de ces échanges très contrôlés, de cette économie encastrée, à un système où le marché commence à dicter sa loi. Pour ça, l'exploration nous emmène vers une période charnière. La Renaissance, les 15e et 16e siècles, Les grandes découvertes. et l'océan Indien. Et c'est à ce moment-là que l'État moderne commence à utiliser le monde d'une façon radicalement nouvelle. C'est le point d'inflexion majeur. Pour bien le comprendre, l'ouvrage mobilise la théorie du politologue Hermann Schwartz, qui parle de l'instrumentalisation du monde. L'instrumentalisation du monde, carrément. Oui, il faut se replacer dans le contexte géopolitique de l'Europe de la Renaissance. Nous avons des États modernes en pleine formation, la France, l'Angleterre, la future Hollande. Ces monarques tentent de centraliser le pouvoir, c'est ça? Exactement. Pour y parvenir, ils doivent mater les seigneurs féodaux locaux qui possèdent leurs propres terres et leurs propres armées. La survie même de ces monarchies exige la création d'armées permanentes, le financement de bureaucratie, la construction de flottes de guerre. Et tout ça coûte extraordinairement cher. Énormément. Et pour financer tout cela, il faut lever l'impôt de manière massive et systématique. C'est le nerf de la guerre. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prélever des impôts efficaces, standardisés et transportables sur de longues distances si la population rurale échange encore des biens en nature. Des sacs de grains ou des têtes de bétail, oui, c'est pas très pratique pour financer une armée. D'où le besoin vital de monétiser l'économie locale. L'État centralisé avait besoin d'argent liquide, de métaux précieux, pour faire tourner sa machine militaire et administrative. Donc la stratégie des souverains a été d'aller chercher cette richesse à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le mercantilisme. Tout à fait. Pour vulgariser un peu, c'est l'idée que la richesse mondiale est un gâteau d'une taille fixe, principalement composé de métaux précieux. Pour qu'une nation ait une plus grosse part, elle doit exporter un maximum et importer un minimum. Quitte à utiliser la force armée pour évincer ses concurrents. En gros, l'État met un costume de corsaire pour aller renflouer les caisses du royaume. L'image est très juste. Le mercantilisme, c'est la politique économique de la guerre permanente. Ces États en construction n'ont pas simplement encouragé de sympathiques marchands à explorer le monde. Ils ont créé de gigantesques monopoles. Financés et armés par l'État. Prenez les fameuses compagnies des Indes, qu'elles soient néerlandaises, anglaises ou françaises. Ce n'étaient pas de simples entreprises privées faisant du libre-échange. Pas du tout. C'étaient de véritables bras armés de l'État. Elles étaient dotées de flottes de guerre capables de battre monnaie, de négocier des traités, de mener des batailles. Elles administraient des territoires immenses. Oui, leur mission était de capter la richesse du commerce lointain, notamment les épices, la soie, et tragiquement, de mettre en place le commerce triangulaire et l'économie de plantation basée sur l'esclavage. Donc l'objectif ultime n'était absolument pas l'efficacité économique ou la liberté d'entreprendre. C'était la survie géopolitique de la nation européenne. C'est une révélation majeure de cette analyse. Le marché mondial naissant n'a pas renversé les souverains. Ce sont les souverains qui ont utilisé le commerce de longue distance comme un outil d'ingénierie politique. Ils se sont servis des flux mondiaux pour forcer la monétisation de leur propre société, pour imposer le travail salarié à l'intérieur de leurs frontières et consolider ainsi ce que nous appelons aujourd'hui l'économie nationale. Il y avait une synergie totale entre l'épée de la royauté et le registre comptable du marchand. Cette instrumentalisation pose vraiment les fondations institutionnelles.
en protégeant les routes commerciales par la force, en garantissant les droits de propriété et en imposant l'usage de la monnaie par l'impôt, les monarchies européennes ont mis en place l'infrastructure nécessaire à l'éclosion du capitalisme. Souvent sans en mesurer toutes les conséquences à long terme, j'imagine. Certainement. Mais à ce stade, le marché est clairement une institution couvée par l'État. Et cette incubation va finir par produire une explosion spectaculaire avec l'arrivée de la révolution industrielle. Ce qui nous amène à la période courant de 1860 à 1914, souvent qualifiée de première globalisation. Une période fascinante. Oui, et les faits présentés sur cette époque bousculent complètement nos repères actuels. On s'imagine souvent vivre aujourd'hui à l'ère ultime de la liberté de circulation. Mais à la fin du 19e siècle, les capitaux et surtout les êtres humains circulaient avec une liberté qui nous paraîtrait inimaginable de nos jours. Il n'y avait pas de système de visa ou de passeport strict pour bloquer l'émigration de masse. Des dizaines de millions d'Européens traversaient l'Atlantique pour s'installer aux Amériques. Et avec le déploiement du chemin de fer, du télégraphe, des navires à vapeur, les prix des marchandises convergeaient à l'échelle transatlantique. C'est effectivement le moment où ce que le sociologue Max Weber identifie comme le capitalisme moderne et rationnel s'épanouit pleinement. L'économie mondiale s'intègre à une vitesse vertigineuse. Et le cœur de ce système, c'était l'étalon or, n'est-ce pas? Exactement. Le cœur du réacteur, la garantie ultime. Concrètement, la plupart des grandes monnaies étaient directement convertibles en or à un taux fixe. Ce qui crée une confiance absolue chez les investisseurs. Les capitaux britanniques ou français pouvaient financer la construction de voies ferrées en Russie ou en Argentine sans craindre des dévaluations soudaines. C'était l'âge d'or du libéralisme triomphant, où le marché mondial semblait enfin fonctionner de manière fluide et autorégulée. Sauf que cette mécanique de précision cachait une réalité beaucoup plus dure. Cette première mondialisation ne s'est pas déployée de manière équitable sur la surface du globe. Loin de là. Il y a une face extrêmement sombre à cette intégration. L'ouvrage démontre de manière détaillée que le processus d'homogénéisation des pays industrialisés s'est fait au prix d'une fragmentation brutale du reste du monde. L'impérialisme colonial. L'impérialisme a son apogée, oui. L'expansion fulgurante de cette économie mondialisée ne visait pas à développer l'Asie ou l'Afrique. Elle visait à les brancher sur le système occidental de manière strictement périphérique. Souvent par la force militaire. Bien sûr, le rôle assigné à ces régions, c'était de fournir des matières premières bon marché et des produits agricoles tout en absorbant les excédents industriels de l'Europe. Ça a conduit à la destruction délibérée des artisanats locaux. Et à une spécialisation forcée qui a profondément déséquilibré ces sociétés traditionnelles. C'est un point fondamental de la discussion. La richesse du centre s'est construite sur l'instrumentalisation continue de la périphérie. Et cette belle mécanique de l'étalon or, qui semblait si parfaite sur le papier, finit par s'enrayer de manière catastrophique. Le crash monumental. La période qui s'ouvre avec le choc de 1914 et s'étend jusqu'en 1939 marque un effondrement spectaculaire. La Première Guerre mondiale brise les flux commerciaux, mais c'est surtout ce qui se passe après le conflit qui est riche d'enseignements. Le repli protectionniste. Voilà, les échanges se fragmentent, les frontières se ferment. Pourquoi les gouvernements n'ont-ils pas réussi à redémarrer la machine du marché mondial des années 20? L'explication se trouve dans la rigidité insoutenable de l'étalon or face aux nouvelles réalités sociales et politiques nées de la guerre. Avant 1914, le système fonctionnait comme une camisole de force très efficace. Si un pays importait plus qu'il n'exportait, l'or sortait de ses coffres pour payer ses dettes. C'est ça. Et comme la quantité de monnaie en circulation était liée à la réserve d'or, la masse monétaire se contractait. Cela entraînait automatiquement une baisse des prix intérieurs et surtout une baisse des salaires. Aïe! Les produits du pays redevenaient compétitifs à l'exportation et l'équilibre revenait. Cette purge économique était terrible pour les travailleurs. Mais elle était politiquement tolérée parce que la classe ouvrière n'avait que très peu de poids électoral et syndical à l'époque. Exactement. Le marché dictait sa loi de l'équilibre financier au mépris total du coût humain. Mais le traumatisme immense de la Grande Guerre a changé la donne politique intérieure. Après la Première Guerre mondiale, le suffrage universel s'est élargi. Les mouvements ouvriers se sont puissamment structurés. Les populations refusaient désormais de voir leurs salaires sabrés et leurs emplois détruits simplement pour maintenir la parité d'une monnaie internationale.
Et avec la déflation, le chômage de masse, massif, surtout après le crash de 1929, la pression intérieure sur les gouvernements est devenue écrasante. Les citoyens ont exigé que l'État protège la société contre la violence du marché mondial. C'est vraiment la leçon historique capitale de l'entre-deux-guerres. La mondialisation n'est pas irréversible. Pas du tout. Lorsque le coût social du libre-échange et de la discipline financière menace la cohésion même de la société, le politique reprend brutalement le dessus. Les États ont dû abandonner les talons hard. Ériger des barrières douanières, reprendre le contrôle de leur économie pour mener des politiques de relance nationale, Le balancier est reparti violemment dans le sens de la protection souveraine. ce qui nous amène à l'ère contemporaine, après 1945. Après le traumatisme des années 30 et le désastre de la Seconde Guerre mondiale, les États occidentaux sont déterminés à ne plus répéter les mêmes erreurs. La fameuse architecture de Bretton Woods. Ils mettent en place une nouvelle architecture internationale extrêmement encadrée. Ils restaurent le commerce via le GATT, mais tout en gardant un contrôle très strict sur les mouvements de capitaux. L'idée est de relancer la machine, mais en gardant fermement la main sur le volant. C'est le triomphe des 30 Glorieuses et de l'État-providence. Seulement, la mécanique s'emballe à nouveau. Dès les années 70, on voit émerger des firmes transnationales dont la puissance rivalise avec celle de certains pays, et surtout, on assiste à l'explosion de la globalisation financière. Oui, et c'est à ce stade précis qu'on a l'habitude d'entendre un récit assez simpliste. Lequel? L'idée que les marchés financiers internationaux, devenus surpuissants, auraient fait le siège des États-nations pour les contraindre à la soumission. Et c'est là que l'analyse historique révèle sa plus grande surprise. Ah oui, l'étude attentive de la chronologie contredit totalement ce récit de la forteresse étatique prise d'assaut par la finance. En réalité, ce sont les États eux-mêmes qui ont organisé la déréglementation financière à l'échelle mondiale. C'est le paradoxe ultime de la seconde globalisation. Pourquoi aurait-il fait ça? Pour comprendre ce retournement, il faut observer la conjoncture des années 70. Les gouvernements occidentaux faisaient face à un ralentissement économique, à de l'inflation, et voyaient leur déficit budgétaire se creuser dangereusement. Et parallèlement, d'immenses masses de capitaux flottaient en dehors des juridictions nationales. Les fameux pétrodollars générés par les chocs pétroliers. Ils s'accumulaient sur ce qu'on appelait les euromarchés, principalement à la City de Londres. Les États avaient désespérément besoin d'argent pour financer leurs déficits, et ils voyaient cet océan de liquidités à portée de main. Mais hors de leur cadre réglementaire habituel. C'est exactement le dilemme auquel ils ont été confrontés. Et face à leur montagne de dettes, ils ont fait un choix politique et stratégique décisif. Lequel? Pour pouvoir emprunter massivement et à moindre coût sur ces marchés internationaux, les gouvernements américains et européens ont décidé, de leur propre chef, de démanteler le système de contrôle des capitaux qu'ils avaient eux-mêmes mis en place à Bretton Woods. Ils ont supprimé les barrières, autorisé la libre circulation des flux financiers et encouragé l'innovation bancaire. Autrement dit, le marché n'a pas du tout fracturé la porte de l'État par la force. C'est l'État, pressé par des urgences budgétaires à court terme, qui a déverrouillé la porte de l'intérieur, qui l'a grande ouverte et qui a invité la finance mondialisée à entrer pour lui rendre service. Absolument. Comme à l'époque mercantiliste, l'État a cru pouvoir utiliser le marché mondialisé comme un simple instrument pour résoudre ses propres problèmes de souveraineté financière. Il a pensé libérer une force qu'il pourrait garder sous contrôle. Mais la dynamique de la globalisation financière contemporaine a fini par échapper à ses créateurs. En rendant les capitaux totalement mobiles, les États se sont mis eux-mêmes en concurrence perpétuelle pour attirer les investisseurs. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes marchés financiers qui scrutent, évaluent et sanctionnent les budgets nationaux. Via les agences de notation et les taux d'intérêt sur la dette souveraine. Le créateur s'est retrouvé assujetti à la logique implacable de son invention. C'est un vrai moment de bascule et c'est ce qui fait la valeur inestimable de cette approche historique. Comprendre que le marché est une institution inventée et historiquement soutenue par le pouvoir politique, ça change totalement la façon dont on écoute les informations économiques aujourd'hui. On ne regarde plus la délocalisation industrielle ou les exigences des marchés financiers comme l'expression d'une force de la nature devant laquelle il faudrait courber l'échine. On comprend très clairement qu'il s'agit du résultat d'un ensemble de règles, de choix politiques qui ont été écrits par des humains et qui peuvent, historiquement, être réécrits ou s'effondrer. C'est le principal enseignement sur le temps long. Il n'y a pas de fin de l'histoire en économie, ni de trajectoire unique vers un libre-échange absolu. Il y a un va-et-vient constant, une redéfinition parfois violente du rapport de force. D'un côté, la dynamique du marché, qui cherche l'expansion sans se soucier des frontières. De l'autre, la logique politique, portée par les États et les citoyens,
qui cherchent la protection et la préservation de la souveraineté. C'est une connivence perpétuelle. Pour résumer l'esprit de cette plongée historique fascinante, l'œuvre de Philippe Norel nous démontre que les États et les marchés ne sont pas deux mondes séparés, mais deux forces qui s'utilisent mutuellement depuis des siècles. C'est une histoire humaine dense qui est indispensable pour déchiffrer notre modernité économique. Et cela nous mène à une ultime réflexion qui ouvre un champ d'interrogation passionnant pour l'avenir. Je vous écoute. Si l'histoire nous prouve que l'État a constamment organisé et manipulé la création monétaire et les marchés pour garantir sa propre souveraineté, que se passe-t-il lorsque cette exclusivité est remise en cause par la technologie ? Vous pensez aux crypto-monnaies? Oui, à Bitcoin par exemple. Son architecture même, décentralisée et basée sur la cryptographie, vise explicitement à échapper à tout contrôle étatique ou manipulation par des banques centrales. C'est vrai. Si ce système financier parallèle devait prendre une ampleur systémique et concurrencer directement le monopole monétaire des nations, comment ces mêmes États réagiront-ils face à une invention de marché qui, pour la première fois, cherche véritablement à les effacer de l'équation ? La question reste en suspens. La souveraineté économique est vraiment loin d'avoir livré son dernier acte.